Ce qu'on avait évoqué la dernière fois ensemble, dans le cadre de cette actualité de droit des contrats, c'était toutes les questions qui touchaient à l'exécution et l'inexécution. Et on avait consacré un petit peu plus de temps à la force majeure, en raison des événements, bien entendu. Et je vous avais expliqué tout l'intérêt que cette notion devrait avoir dans les mois et dans les mois à venir, dans les semaines même, puisqu'on a déjà une affaire de la Cour d'appel de Colmar du 12 mars 2020 dans un contentieux particulier qui est celui de la rétention, mais on a un juge qui a sollicité les éléments constitutifs de l'article 1218. Donc, aussi bien dans votre pratique au quotidien pour ceux qui sont praticiens que pour ceux qui auront un examen quelconque à passer, que ce soit à l'université ou que ce soit dans le cadre d'un examen d'avocat par exemple. Il est vrai que la source d'inspiration et la question qui est dans l'esprit de tous ceux qui font les sujets, c'est bien entendu la question de la force majeure et de l'imprévu. Alors, il y a une autre question que je voudrais voir avec vous dans le cadre de l'imprévu, c'est la question de l'imprévision, de l'article 195 du Code civil. On va essayer ensemble, justement, comme on l'a fait pour la force majeure, essayer de décortiquer l'article 1195 du Code civil. Et une fois qu'on aura décortiqué cet article 1195, eh bien, on verra quelles sont les clauses contractuelles que vous pourriez rencontrer, quelles sont celles qu'à l'avenir il va falloir rédiger et comment il faut les rédiger. Et puis, je continuerai dans cette lancée en évoquant une question qui autrefois était rattachée à l'imprévision, puisque c'était une sorte de palliatif, de substitut à la non-consécration de la théorie de l'imprévision en droit privé, qui est l'obligation de renégocier de bonne foi. Et vous allez voir que, à mon sens, c'est probablement un fondement qui va renaître de ses cendres dans une période, et je vous le dis sans aucune polémique, mais dans une période où une certaine forme de solidarisme contractuel pourrait renaître dans l'esprit des magistrats, solidarisme qui est marqué par son époque. Hein. On a toujours eu un solidarisme qui a été coloré par l'environnement économique et social. Il y a eu celui de la fin du 19e siècle, grosse période de crise politique, économique et sociale. Je pense que de la même manière, on pourrait aujourd'hui être tenté de revivifier certaines notions au nom d'une forme de solidarisme, ceux qui souffrent le moins de la crise aidant ceux qui souffrent le plus, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Avant cela, commençons par cette question de l'imprévision. L'article de référence est l'article 1195 du Code civil, et cet article 1195 du Code civil, avant de le décortiquer, d'en voir les différents éléments, ce que vous devriez également faire, hein, comme pour la force majeure dans un cas pratique, où vous expliquez l'un des éléments constitutifs et vous le vérifiez en l'espèce au regard des faits tels qu'ils sont exposés. Et je crois que c'est de la même façon que les choses doivent être abordées dans la vraie vie, puisque cette notion repose quand même sur des conditions relativement précises dans les termes qu'il utilise, mais qui laissent, malgré la précision des conditions qui sont bien énumérées, une marge de manœuvre aux interprètes. Alors, pour commencer, avant de décortiquer et voir les conditions de fond et les conditions de forme de cet article, il faut réfléchir sur son champ d'application. Parce que cette théorie de l'imprévision, elle a beaucoup gêné ceux qui préfèrent appréhender le contrat sous un angle plus libéral, au nom de la sécurité juridique des transactions, la prévisibilité des parties, la liberté contractuelle. C'est un article qui a beaucoup été contesté. Il a fait l'objet de pas mal de débats lors des travaux préparatoires sur la loi de ratification. Et on en est venu à la conclusion que, s'agissant d'une règle supplétive, pouvant être évincée ou aménagée par les parties, eh bien, les conséquences ou l'atteinte à la liberté contractuelle était une atteinte toute relative et qu'on pouvait donc maintenir l'intégralité de l'article 1195 du Code civil. Mais son champ d'application pose problème. Vous vous rappelez qu'on a déjà évoqué ensemble à d'autres occasions l'article 1105 du Code civil. L'article 1105 du Code civil permet de régler la question de l'articulation entre le droit commun des contrats et les règles particulières telles que c'est formulé au sein de l'article 1105. On sait que cet article 1105 a mal été rédigé et qu'il n'entend pas du tout généraliser de manière dogmatique l'adage selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale. C'est un article, et quand on relit le rapport remis au président de la République, il est très clair en ce sens, un article qui est là pour consacrer la jurisprudence et les critères que la jurisprudence utilisait
afin de savoir si, et dans quel cas, la règle spéciale dérogeait bien à la règle générale. On avait déjà eu l'occasion d'aborder cette question lorsqu'on a traité des clauses abusives, et dans quelle mesure l'article 1171 pouvait se combiner avec d'autres articles tels que ceux du Code de la consommation ou du Code de commerce. Et on a bien vu qu'il y a toujours deux éléments qui reviennent. D'abord, il faut comparer les deux règles et vérifier si elles poursuivent la même finalité. Si j'ai une règle de droit spécial qui poursuit une finalité d'intérêt général et la protection du marché, par exemple, alors que j'ai une règle de droit commun des contrats qui protège plutôt l'équilibre du contrat, une justice entre contractants, dans ce cas-là, on a une finalité différente. Et généralement, il y a une possibilité justement de les combiner parce qu'il y a une complémentarité. Et le deuxième élément, eh bien, ça suppose donc une appréciation au cas par cas, c'est de vérifier dans quelle mesure il y a une compatibilité ou une incompatibilité entre les textes. S'il y a une incompatibilité, alors oui, la règle spéciale déroge à la règle générale. Il faut écarter, en l'occurrence, la règle qui relève du droit commun des contrats. Et en matière justement d'imprévision, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas des cas spéciaux dans lesquels on prévoit un mécanisme légal de révision qui justifierait que, en amont, ab initio, 1195 soit écarté au nom de l'article 1105, de la règle spéciale qui déroge à la règle générale, parce qu'il y aurait une incompatibilité. Donc ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Sur ce point, il y a des cas où l'hypothèse a tout simplement été réglée par la loi, puisque, comme je vous l'ai expliqué, cette théorie de l'imprévision consacrée en droit privé a suscité pas mal de réactions de ceux qui considèrent que le principe premier reste la liberté contractuelle, et dans des domaines où économiquement sensibles, pour le dire ainsi, c'est-à-dire notamment le droit financier, où on s'est inquiété de l'utilisation qu'on pourrait faire de l'article 1195 dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, lors des débats sur la loi de ratification, eh bien, on a prévu d'écarter l'article 1195 des opérations qui portent sur les titres financiers ou contrats financiers. C'est l'article L211-41, donc L211-40-1 du Code monétaire et financier, qui dit expressément que l'article 1195 et la théorie de l'imprévision qui figure dans cet article ne sont pas applicables aux opérations qui portent sur les titres financiers et les contrats financiers. Alors, on aurait pu effectivement être amené à appliquer cet article 1195 dans les hypothèses suivantes. Vous avez une promesse, donc on le dit avec des termes anglais, le signing, closing, pour les différentes étapes, notamment dans la cession de titres financiers ou des opérations sur des contrats financiers, puisque au moment de la promesse, il se peut que les conditions soient très favorables, et au moment justement de la finalisation de l'opération, et il peut s'écouler entre les deux plusieurs mois, et les choses peuvent changer très rapidement. On l'a vu avec le Covid-19 par exemple, et il se peut que dans ce cas-là, l'opération devienne excessivement onéreuse, ou, si on admet une telle interprétation, et j'y reviendrai, que la valeur de la prestation est nettement supérieure au prix qui est payé. Donc, dans ce type d'opération, est-il possible d'invoquer l'imprévision ? Eh bien, pas si l'objet de cette opération porte sur les titres et contrats financiers. Mais ça veut donc dire, à contrario, et il n'y a pas de discussion, à mon sens, sur ce point, que si l'objet de ces contrats porte sur des parts sociales et non pas sur des titres ou contrats financiers, eh bien là, la théorie de l'imprévision est applicable. Donc, on prend la même opération d'une promesse avec une réalisation plus tardive. Il se peut que les choses soient totalement perturbées entre les deux, que ces promesses aient pour objet des parts sociales, et dans ce cas-là, 1195 est applicable, c'est-à-dire les parts de SARL, de sociétés civiles et de sociétés en nom collectif. Voilà les sociétés qui sont essentiellement visées, et en la matière, eh bien, l'exclusion de l'article 211-41 étant bien délimitée pour les seuls titres et contrats financiers. En revanche, pour les parts sociales, on doit pouvoir envisager la théorie de l'imprévision. Alors, sur ce point, il n'y a pas trop de difficultés dès lors que le législateur en amont a clairement expliqué ce qui était exclu, et pour les titres et contrats financiers, il n'y a plus de discussion possible. En revanche, il y a un certain nombre de domaines pour lesquels il y a encore des interrogations. Alors, je ne vais pas tous les évoquer avec vous, mais en matière de propriété intellectuelle, on a des mécanismes de révision, de gestion de l'imprévu,
notamment l'article L131.5 du Code des propriétés intellectuelles, et la question se pose de savoir si la théorie de l'imprévision peut jouer dès lors qu'un mécanisme de révision existe dans ce cas particulier. On a d'autres hypothèses qui touchent notamment à des opérations de droit civil. Je vous y renvoie, l'article 930-3 du Code civil, l'article 828 du Code civil. Ce sont des opérations dans lesquelles il peut y avoir des conséquences liées à l'imprévu et qui font l'objet de dispositions particulières. Est-ce que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 1195 qui justifierait l'éviction de cet article? Alors, pour ces cas, il n'y aura pas trop de difficultés. Il suffit que vous lisiez les articles pour comprendre que pour la plupart des cas, 1195 est exclu. En revanche, il y a deux domaines, deux situations où il y a un doute, mais où, à mon sens en tout cas, on peut défendre assez facilement l'application de l'article 1195. Ce qui veut dire, dans un cas pratique, pour ceux qui auraient un cas pratique, qu'il vous faut absolument vous poser la question, en vous disant, mais c'est vrai qu'on a des mécanismes légaux, on pourrait considérer que 1195 est exclu, mais néanmoins, on peut défendre tel et tel argument pour justifier son application. C'est comme ça que vous devriez présenter les choses. Et je pense que, en termes d'argumentation, l'argumentation que je vais vous présenter sera très utile en pratique cette fois pour essayer de défendre l'application de l'article 1195 qui, vous allez voir ici, vient compléter assez facilement les mécanismes légaux. Le premier domaine, c'est celui des baux commerciaux. On connaît en matière de baux commerciaux, pour ceux qui en ont un peu fait, ceux qui n'en ont pas fait, vous comprendrez l'essentiel et la difficulté qui se pose, c'est qu'il y a des mécanismes de révision qui sont prévus par la loi et qui permettent de remédier à des situations bien particulières, avec des seuils qui sont fixés par la loi et qui, justement, vous permettent de savoir dans quel cas, à quelles conditions et à partir de quand, eh bien, ce mécanisme peut être enclenché. Il y en a un premier qui concerne la révision triennale, prévue par l'article L145-37 du Code de commerce, et un autre mécanisme qui concerne la révision des loyers variables, qui est l'article L145-39 du Code de commerce. Et l'existence même de ces mécanismes légaux a fait dire à certains que la théorie de l'imprévision de l'article 1195 n'était pas applicable. Alors, est-ce que on peut véritablement déduire de l'existence de ces mécanismes spéciaux de révision une éviction de l'article 1195? J'en doute. J'en doute parce que quand on prend l'article 1195, l'une des conditions notamment déterminantes, c'est l'exécution excessivement onéreuse. À partir du moment où l'exécution est excessivement onéreuse, c'est-à-dire que c'est un contrat à perte qui entraînerait, si les choses durent trop longtemps, la ruine d'une des parties, eh bien, on voit bien que c'est dans des situations exceptionnelles où ce mécanisme serait amené à jouer. En revanche, lorsque vous prenez les articles que je vous ai cités, ce sont des hypothèses où vous avez des seuils légaux, des hypothèses où vous avez des conditions très précises pour enclencher ces mécanismes de révision légale, et dès lors qu'on est dans le cas de ces articles L145-37 et L145-39, effectivement, ce sont ces articles qui doivent s'appliquer. En revanche, il est possible qu'on soit dans des situations extrêmes, et on va les rencontrer dans les mois à venir, où là, c'est une exécution excessivement onéreuse. On imagine la situation d'un bailleur qui, finalement, est amené à percevoir un loyer qui est tellement inférieur à ce qu'il l'avait envisagé et qui ne lui permet même pas justement de rembourser éventuellement son prêt, de prendre en charge les différents frais. À terme, finalement, c'est un contrat qui va entraîner sa ruine puisqu'il loue à perte. Et on pourrait parfaitement, dans cette situation, eh bien, dès lors qu'on n'est pas dans les hypothèses légales, envisager l'application de l'article 1195. En revanche, et à l'inverse, puisqu'il faut essayer de se mettre des deux côtés du contrat, et on peut avoir des parties qui, en la matière, n'ont pas envie d'être soumis à l'article 1195, dans ce cas-là, ce serait faire un pari dangereux que d'espérer défendre à un moment donné devant le juge l'éviction de l'article 1195. Si vous voulez vraiment ne pas être soumis à l'article 1195 dans le cadre des baux commerciaux, eh bien, il faut le dire formellement. Il faut rédiger une clause par laquelle, justement, vous allez prévoir que l'imprévision est une règle supplétive, que d'un commun accord, les parties ont décidé d'évincer et d'écarter l'application de l'article 1195. Alors là encore, c'est possible, dans le principe, mais faites très attention à la rédaction. Vous ne devez absolument pas vous contenter d'une clause de style, une clause rédigée dans des termes généraux, clause brutale par laquelle vous
vous contenteriez de dire, voilà, les risques de l'imprévision seront supportés par le locataire, point final, ou encore, parce que parfois vous avez des locataires qui sont en position de force, et vous précisez que les risques de l'imprévision sont intégralement supportés par le bailleur. Si on est dans une situation de ce type, le danger a posteriori, et je pense que le danger est important aujourd'hui puisque les juges seront plus regardants dans les contrats où il y a un déséquilibre excessif ou des clauses exorbitantes parce qu'on vit une période de crise. Vous allez voir que la manière de raisonner d'un juge qui nécessairement baigne dans son environnement, c'est le juge de Dworkin, hein, on prend une décision en fonction justement de son contexte et des valeurs de l'époque. Et là, actuellement, les valeurs qui vont dominer, c'est celles de solidarité, de solidarisme, de justice contractuelle, de lutte contre les excès. Et je pense que ça va donner une coloration particulière au contentieux dans les mois et les années à venir. D'où l'intérêt, peut-être, on y reviendra, eh bien, de se tourner plutôt vers les modes alternatifs de règlement des conflits. En attendant, sur une situation de ce type, si vous avez une clause qui est rédigée de manière trop brutale, comme je viens de vous l'expliquer, avec une sorte de dogmatisme, une des parties supporte la totalité des risques, point final, eh bien, vous risqueriez de retomber sous les fourches codines des clauses excessives. Vous savez que désormais, et on l'a vu auparavant, et je vous renvoie à cette partie de l'actualité que j'avais évoquée avec vous, on a une police des clauses contractuelles qui peut être réalisée au moyen de deux principaux articles. L'article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Et on a, dans un domaine un peu plus restreint, dans les contrats d'adhésion définis à l'article 1110 alinéa 2 et complété de l'article 1171, on a la possibilité de réputer non écrite des clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties qui créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, donc clause abusive. Bien, on voit bien que si on rédige une clause d'éviction de l'article 1195 de manière trop brutale, on risquerait peut-être, dans certains cas, eh bien, d'avoir une clause qui serait évincée parce qu'elle porte atteinte à la substance même de l'obligation essentielle ou parce qu'elle créerait un déséquilibre significatif si celle-ci était non négociable. Et ce ne sont pas des hypothèses d'école. Ce sont encore moins aujourd'hui des hypothèses d'école. Alors, je reviendrai sur votre question, sur le hardship. Ce sont encore moins des hypothèses d'école parce que dans ce genre de situation, vous allez avoir des cas où on va mettre à la charge d'une partie l'imprévision, et quand vous prenez les indices qui permettent habituellement au juge d'identifier une clause abusive, je vous l'avais déjà dit, il regarde si vous avez évincé une règle supplétive. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Parce que la règle supplétive est censée être une règle normale par laquelle le législateur a pondéré les intérêts, et elle est donc le produit d'un compromis entre les intérêts en présence. Si vous l'écartez, c'est pour priver une personne d'un avantage que la loi lui accordait. Donc ça ne veut pas dire que c'est illicite, ça veut dire simplement que ça va attirer l'attention du juge en se disant mais pour quelle raison cette partie a-t-elle accepté de se priver d'un avantage que moi, législateur, enfin, que le législateur lui a accordé. Et généralement, c'est envisageable, mais il faut qu'il y ait une explication. En tout cas, c'est un premier indice que le juge va retenir. L'absence de réciprocité. Si vous mettez à la charge d'une partie la prise en charge totale du risque de l'imprévision, il n'y a pas de réciprocité. Et donc, on s'interrogera davantage sur la pertinence, la légitimité d'une telle clause. Et c'est un indice que va retenir, là aussi, le juge. Et puis, on a un autre élément qui est l'absence de contrepartie. Alors, j'accepte de prendre la totalité des risques. Quelle est la contrepartie ? Si je n'ai aucune contrepartie, vous voyez que c'est un indice supplémentaire qui va attirer l'attention du juge. Alors, je ne vais pas vous faire tout le faisceau d'indices que j'avais déjà exposé auparavant, mais vous voyez bien, au regard des circonstances, que la plupart des clauses qu'on a rédigées au lendemain de l'article 1195 du Code civil, notamment dans les contrats d'affaires, eh bien, c'était des clauses, quasiment des clauses de style, où l'une des parties acceptait de prendre à sa charge la totalité des risques de l'imprévision. Je pense que si elle est rédigée de la sorte, qu'il n'y a aucune justification, qu'on déroge à une règle supplétive qui est l'article 1195, qu'il n'y a pas de réciprocité, puisque ce ne sont pas les deux parties qui acceptent de prendre les risques de l'imprévision, mais une seule, et que vous n'avez pas de contrepartie qui pourrait être éventuellement, eh bien, un contrat d'une plus longue durée que les autres partenaires, avec des prix éventuellement préférentiels ou des conditions plus avantageuses. Donc là, on aurait une explication. Mais dès lors qu'il n'y a pas une telle contrepartie, si je réunis ces quelques indices, eh bien, il est fort probable que le juge y voit une clause abusive, et en tout état de cause, dans l'hypothèse où il y aurait une clause de ce type, et que le changement des circonstances viendrait priver le contrat de tout intérêt pour l'une des parties, qu'il exécuterait à perte, qu'est-ce qui interdit, puisque les termes sont très larges, le droit est
est un artefact auquel on peut faire dire, non pas n'importe quoi, mais un grand nombre de choses. Rappelez-vous, hein, je le dis à chaque fois, mais la plus belle école de l'imagination reste encore le droit, et le juge pourrait parfaitement appliquer l'article 170 en disant, mais à partir du moment où vous avez une partie qui n'a plus aucun intérêt à exécuter ce contrat et qu'on est dans une situation exceptionnelle, est-ce qu'on ne peut pas considérer que votre clause par laquelle vous lui avez demandé de supporter la totalité des risques ne vient pas priver l'obligation essentielle de sa substance? Je ne dis pas que ça va fonctionner, je dis simplement que c'est un argument qui va être soutenu, il va séduire un certain nombre de juges, et peut-être pas le juge de la Cour de cassation, je n'en sais rien, mais très probablement un certain nombre de juges du fond, et le contentieux, c'est pas un contentieux qui va jusque devant la Cour de cassation. L'objectif premier, lorsqu'on est notamment praticien, c'est de convaincre le premier juge qu'on va avoir en face de soi, le juge de première instance, le juge du tribunal de commerce. Et je pense qu'on est ici dans des hypothèses où ce type d'argumentation pourrait séduire. En tout cas, il faut rédiger ces clauses d'éviction d'imprévision avec beaucoup de précautions. Et je dis ça pour aujourd'hui, je dis ça pour demain, puisque le risque sanitaire, on y reviendra, est un élément qui devra désormais être intégré dans les contrats. Alors on évoquait comment vous expliquer le hardship. Alors la question est un peu large, Martin Morel, mais je vois un peu l'idée de votre question, c'est que les clauses de hardship sont justement des clauses d'imprévision. Ce sont des clauses qui existent déjà dans les contrats internationaux, dans les contrats commerciaux. On a déjà pris l'habitude justement de prévoir dans une clause, eh bien de quelle manière seraient réglés des cas d'imprévision, selon quelle modalité, avec quelle part de répartition des risques. Donc tout ça va continuer d'exister. Mais il va falloir, avec justement le risque sanitaire qui devient un nouveau risque, intégrer ce risque davantage. Alors, on le faisait auparavant. C'est vrai que quand on avait l'habitude de conclure des contrats avec des pays dans lesquels il y avait assez régulièrement des virus, je pense en particulier à la Chine, ces clauses d'imprévision, de répartition des risques intégrant le risque sanitaire, ce sont des clauses qui étaient plus fréquentes dans des contrats qui concernent des opérations entre entreprises européennes. Mais d'une manière générale, on a bien vu que le risque sanitaire n'a pas de frontières aujourd'hui, et c'est un risque qui est tout aussi important que le risque environnemental. C'est surtout une crise sanitaire qui va devenir tout autant cyclique que une crise économique. On va avoir régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais des crises sanitaires. C'est quelque chose qui avait déjà été prédit. On en a une malheureuse illustration aujourd'hui avec le Covid-19. C'est quelque chose qui devra être intégré au sein des contrats. Le contrat étant là justement, le droit des contrats en tout cas, pour réduire cette incertitude, c'est justement le droit, dans la part de l'angoisse contemporaine, comme le disait Carbonnier, le droit est là pour instaurer de la certitude lorsque le monde qui nous entoure est un monde incertain et nous vivons actuellement une période très incertaine. Donc il va falloir rédiger les clauses avec beaucoup de précautions. Alors j'ai une autre expérience de plus en plus de contractants tentant d'invoquer le désir contractuel dans le contexte du contrat d'adhésion. Nous avons dû revisiter toutes nos clauses directives. Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'au lendemain de l'ordonnance de 2016, de toute manière, avec les instruments qu'on a désormais à notre disposition, que le juge a à sa disposition, et je pense à toute la technique des remèdes des articles 1217 et suivants, mais surtout cette police des clauses contractuelles avec 1170, 1171, puis L212.1 du Code de la consommation, L442.1 du Code de commerce, évidemment qu'il faut repenser ces clauses. C'est suicidaire de continuer à avoir des contrats rédigés comme autrefois. Les clauses doivent être rédigées avec beaucoup de précautions et surtout avec beaucoup de modération. Pour celles qui n'ont pas encore été rédigées, que vous allez rédiger dans les semaines ou les mois à venir, il faudra justement que vous les rédigiez avec équité. Parce que je vous promets que dans les mois ou les années à venir, les clauses qui seront exorbitantes, le juge trouvera un moyen, et on aura l'occasion d'y revenir, de les écarter. D'accord ? Alors, je continue sur les hypothèses où il y a un petit doute. Donc, sur les baux commerciaux, c'est mon point de vue personnel, on devrait pouvoir l'appliquer. Je poserai une deuxième question. Et là, elle m'intéresse moins, en tout cas, je ne vais pas l'approfondir avec vous ici, mais c'est que à partir du moment où on admet que l'article 1195 est applicable aux baux commerciaux, pas théorie de l'imprévision, c'est ce que je pense en tout cas, à partir de là, le juge va avoir un pouvoir d'appréciation, notamment dans l'adaptation du contrat. Il va pouvoir être saisi par requête conjointe, on y reviendra, ou alors, dès lors qu'il n'y a pas d'accord, il y aura une assignation et on demandera au juge soit la résolution, soit la révision du contrat. Et dans l'hypothèse où la révision pourra être prononcée, où le juge se livrera à une révision du contrat, et c'est là que, en matière de baux commerciaux, il y a un nouveau débat. Est-ce qu'il est totalement libre de réviser éventuellement le loyer en ne prenant aucun élément en considération et de se faire sa propre opinion de ce que devrait être un loyer juste, ou est-ce qu'au contraire,
le juge aura tendance à respecter un certain nombre de principes, des usages peut-être, la volonté des parties, parce que il est vrai que lorsqu'on regarde un peu l'esprit du texte, le but n'est pas de donner un blanc-seing et carte blanche au juge. Lorsqu'il procédera à la révision, il devra le faire en essayant de respecter la volonté des parties, de ne pas porter trop atteinte à la prévisibilité des parties. Et donc, le meilleur moyen d'être conforme à cette prévisibilité, c'est de rentrer dans le cadre du statut des baux commerciaux et de voir ce qui se fait habituellement en termes d'usage ou de principe en matière de baux commerciaux. Je pense que c'est la solution la plus raisonnable et c'est de cette manière que le juge procédera à la révision, d'où l'intérêt pour les parties d'apporter des éléments en lien avec le droit des baux commerciaux pour essayer de canaliser le pouvoir de révision qui est accordé au juge. Alors, autre point, on s'en rend compte en effet au quotidien, il faut privilégier en matière contractuelle plutôt la haute couture que le prêt-à-porter. Exactement, des clauses sur mesure. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui la valeur ajoutée des praticiens, que ce soit des avocats ou des notaires, parce que si c'est pour faire des contrats types, dans ce cas-là, il suffit d'aller voir des legal tech qui font très bien le travail. Je pense à mynotary.fr, à Captain Contract ou à d'autres, ou By Myself, qui font des choses très bien, mais qui ne sont pas des choses sur mesure. Or, la valeur ajoutée d'un professionnel lorsqu'on fait appel à un conseil, c'est parce que lui est capable de rédiger une clause qui tient compte des attentes des parties, qui tient compte éventuellement des imprévus, qui sait formuler de telle sorte que si un jour une difficulté se pose, eh bien, il fera prévaloir tel ou tel argument en fonction de la rédaction de sa clause. Donc ça, les machines ne peuvent pas le faire. Et même avec l'intelligence artificielle, il faudra beaucoup d'années. Et je ne crois pas que ce soit la priorité actuellement pour qu'une intelligence puisse remplacer un professionnel du droit. Donc pas d'inquiétude de ce côté, à condition de jouer le jeu, justement, et de maîtriser l'art de la formule, l'art de la clause, qui fait l'ADN des rédacteurs professionnels. Alors, je continue sur un deuxième domaine, qui est celui de l'immobilier. Lorsque vous êtes dans le cadre de l'immobilier, il y a un certain nombre d'hypothèses où des articles prennent en considération des éléments qui n'avaient pas été prévus ou mal prévus. D'accord ? Je pense en particulier à un premier cas, qui est le marché à forfait individuel. Pourquoi j'évoque les deux ? Parce que la règle est applicable aux deux. Vous avez l'article 1793 du Code civil et qui vise l'entrepreneur ou l'architecte et qui précise que, et c'est ce que l'on va appliquer dans un marché à forfait ou dans un contrat de construction de maison individuelle, CCMI, précise que il y a une évaluation, il y a un prix qui est proposé au client et s'il s'avère par la suite, en cours d'exécution par exemple, eh bien qu'il y a un surcoût de l'opération, ce surcoût est à la charge de l'entrepreneur ou de l'architecte. Donc c'est une règle qui protège le maître d'ouvrage, qui protège le client, et cet article prévoit qui devra supporter ce surcoût. Est-ce que le fait qu'une telle disposition existe permet de dire que, vous voyez, on a une situation imprévue qui naîtrait au stade de l'exécution, c'est une hypothèse assez proche de l'imprévision, donc par conséquent l'article 195 devrait être évincé. Mais non, encore une fois, il suffit justement de voir que l'hypothèse d'un simple surcoût est une hypothèse qui n'entraînera pas la ruine d'une des parties. Le surcoût fait que probablement l'opération sera moins rentable que ce qui était envisagé initialement, mais en aucun cas on est ici dans une hypothèse d'exécution excessivement onéreuse. Ce qui permet, de la même façon que pour les baux commerciaux, de se dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans l'hypothèse d'un simple surcoût, hypothèse réglée par l'article 1793 du Code civil, eh bien, et qu'on est dans une hypothèse d'une exécution excessivement onéreuse, qui entraînerait à terme la ruine d'une des parties, qui conclut un contrat à pair, qui exécute un contrat à pair, eh bien là, on pourrait appliquer l'article 1195. Il y a une complémentarité entre l'article 1793 du Code civil et 1195 du Code civil. Donc pas d'éviction à mon sens, dans ce cas-là non plus, la règle spéciale ne déroge pas à la règle générale. Et puis, on a une autre hypothèse qui est celle de la promotion immobilière, qui est l'article 1131-1 du Code civil, et qui, de la même manière, nous explique que c'est le promoteur qui devra supporter les éventuels surcoûts d'une opération immobilière. Et on a même eu l'occasion de préciser que cette règle valait également en cas de force majeure. Donc, c'est à lui de supporter les risques de cette opération, de ce surcoût, même si ce surcoût est justifié par un cas de force majeure. Est-ce qu'encore une fois, cette disposition justifie l'éviction de l'article 195 ? Certains le pensent. Moi, au contraire, je pense qu'on est
on est ici dans une possible complémentarité, c'est-à-dire que les conditions de la prévision n'étant pas réunies, l'article 195 ne s'applique pas. Si on est dans l'hypothèse d'un simple surcoût, y compris si la cause de ce surcoût est liée à la force majeure, eh bien, on est dans le cadre de l'article 831-1. En revanche, si on se retrouve dans un cas de véritable imprévision, avec des conditions de l'imprévision qui sont réunies, on est bien au-delà des prévisions de l'article 831-1, et je ne vois pas pour quelle raison cet article 195 ne pourrait pas être applicable. Alors de la même façon, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on peut parfaitement dans ce type d'opération être amené à évincer l'article 195 par une clause contractuelle. Et de nouveau, cette clause devra absolument être rédigée sur mesure et non pas une clause générale, brutale, dogmatique, par laquelle il y aurait une exclusion pure et simple de cet article 195. Alors, il y a une autre interrogation, avant, encore une fois, de décortiquer les conditions de fond et de forme de cet article 195, qui va devenir, à mon avis, la vedette des mois à venir, c'est la question de savoir si on doit limiter l'article 195 au seul contrat à exécution successive. Et on voit le type d'hypothèse qui pourrait justement nous concerner ici. Alors, on a vu le cas des opérations immobilières qui durent dans le temps. Quand vous avez un contrat de construction de maison individuelle, ça s'inscrit dans la durée. Quand vous avez une autre hypothèse de contrat d'affaires, contrat de distribution, contrat de franchisage, ou encore des contrats de concession, des contrats qui s'inscrivent là aussi dans la durée. Donc le droit des affaires connaît de nombreux contrats de ce type, mais est-ce que 1195 se limite à ces seuls contrats, ou est-ce que on doit l'appliquer également à des contrats instantanés, mais qui, à un moment ou à un autre de leur existence, peuvent s'inscrire dans la durée? Alors, sur ce point, personnellement, alors je vais vous donner une illustration, mais personnellement, je ne vois pas pourquoi 1195 devrait se limiter au seul contrat d'exécution successive. L'argument a été soulevé, il a été soutenu par un certain nombre d'auteurs, qu'il ne faut pas négliger. Ce sont des argumentations qui pourraient d'ailleurs arranger votre client. Et dans ce cas-là, il faut aller chercher vers ces auteurs qui ont une conception restrictive du champ d'application, considérant que seuls les contrats d'exécution successifs sont applicables, sont concernés en tout cas par l'article 195. À mon sens, et vous allez voir, je vais vous évoquer un certain nombre d'arguments, je pense qu'on peut avoir une vision plus large. Ce qui importe, c'est la durée. C'est un acte juridique qui, s'inscrivant dans la durée, eh bien, peut être affecté par un bouleversement de la situation, rendant finalement le dernier acte de ce processus contractuel, eh bien, un acte qui, dans son exécution, serait excessivement onéreux. Je pense à l'hypothèse justement d'une promesse de contrat, et qui va s'inscrire dans la durée et finalement donner lieu à un acte définitif. Cet acte définitif peut, si c'est une promesse unilatérale de contrat, mais il interviendra par la levée de l'option, par la signature devant un notaire, par acte authentique pour une promesse délagmatique. Vous avez des promesses en droit des affaires avec la période du signing et du closing, et donc des opérations qui s'inscrivent dans la durée. Ces contrats-là ne sont pas à proprement parler des contrats à exécution successive. Ce sont néanmoins des contrats qui s'inscrivent dans la durée. On peut également avoir des contrats instantanés avec un terme. On voit bien que le terme va venir suspendre un certain nombre d'effets. Eh bien, je pense que ce sera là, ces promesses, eh bien, peuvent faire partie du champ d'application de l'article 195 du Code civil. Alors, quels sont les arguments? Premier argument, la ratio legis. Quand vous regardez le rapport qui a été remis au président de la République par les rédacteurs de l'ordonnance du 10 février 2016 pour nous expliquer un certain nombre de dispositions, eh bien, ils n'ont à aucun moment envisagé de réduire 1195 au seul contrat à exécution successive. Donc, on a même, dans les travaux préparatoires de la loi de ratification du 20 avril 2018, eh bien, un certain nombre d'hypothèses où on a considéré que 1195 pouvait être appliqué. Alors, on a évoqué au cours de ces travaux préparatoires la promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence. Alors, je vous avoue que pour le pacte de préférence, j'ai un peu de doute. Pour quelles raisons? Dès lors que le promettant ne s'est engagé à rien, n'a pas décidé pour une vente, par exemple, n'a pas décidé de vendre. Donc, à mon sens, on n'est pas vraiment dans l'hypothèse que l'on rencontrera le plus fréquemment en pratique. J'ai du mal à voir l'intérêt d'un tel exemple. En revanche, pour la promesse unilatérale de vente,
pour ce qui est du promettant, qui peut avoir conclu une promesse unilatérale d'achat ou une promesse unilatérale de vente, il est vrai qu'entre la promesse et la levée de l'option, il peut y avoir eu un changement des circonstances entraînant, au final, si le contrat était finalisé, il y a un contrat qui serait manifestement déséquilibré, avec une exécution excessivement onéreuse, ou alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, une valeur de la prestation qui est bien supérieure au prix qui avait été fixé, puisque tous les éléments essentiels pour une vente sont déterminés au jour de la promesse, y compris dans une promesse unilatérale de vente. Vous voyez bien qu'il peut y avoir des cas d'imprévision sans qu'on soit pour autant dans un contrat à exécution successive. Je pense également qu'on peut y intégrer, évidemment, les promesses cinématiques de vente, promesses de vente qui valent vente, avec un terme au cours duquel le prix, en tout cas à l'échéance du terme, le prix devra être payé et deviendra exigible et le transfert de propriété sera réalisé. Et vous voyez bien qu'on a ici une opération aussi qui peut s'inscrire dans la durée en raison du terme et non pas de son caractère à exécution successive. Autre argument à faire valoir, quand on regarde les systèmes étrangers dans lesquels cette question de l'imprévision a été consacrée, la plupart des systèmes étrangers n'excluent pas les contrats instantanés, ne réservent pas l'imprévision au seul contrat à exécution successive, mais prennent comme point d'ancrage du raisonnement, comme critère d'application, eh bien, le contrat qui s'inscrit dans la durée, quelle que soit sa nature. Donc, à mon sens, encore une fois, si on regarde les systèmes étrangers et au regard de l'ordonnance de 2016, on s'est beaucoup inspiré des systèmes étrangers, je ne vois pas pour quelle raison on devrait limiter aux contrats à exécution successive. Et enfin, si vous prenez les principes du droit européen des contrats qui, eux aussi, sont censés avoir beaucoup inspiré les rédacteurs de l'ordonnance du 10 février 2016, eh bien, les principes du droit européen du contrat ne se limitent pas au seul contrat à exécution successive. Donc, à mon sens, on peut parfaitement envisager l'application de cet article dès lors qu'on a une opération contractuelle qui s'inscrit dans la durée, sans limiter l'application de l'article 1195 au seul contrat à exécution successive. Une fois que vous avez passé cette première étape, et première étape qui se justifie aussi bien au sein d'un examen, dans un cas pratique, que dans la vraie vie, où la première étape, c'est de vous dire, est-ce que je vais pouvoir me prévaloir de l'article 1195 ou comment pourrais-je justifier d'évincer 1195 avant, justement, de débattre du fond et des conditions de fond et des conditions de forme. Alors justement, on va maintenant aborder ensemble les conditions de l'article 1195. Vous allez voir que l'article est rédigé en deux temps, distinguant assez clairement les conditions de fond qu'il faut réunir et les conditions ensuite de procédure, de forme qu'il faut respecter. Et puis je finirai sur l'imprévision par évoquer les clauses contractuelles que j'ai déjà un peu évoquées avec vous, mais vous en dire un mot supplémentaire sur la fin. Si je prends les conditions de fond, première condition pour qu'on soit dans le cadre d'une imprévision, il faut qu'il y ait eu un changement des circonstances, un changement. Alors le terme de changement est intéressant parce que il signifie que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un bouleversement. Le changement n'a pas besoin d'être brutal. Il peut s'agir d'une évolution progressive. Et progressivement, le contrat est devenu très difficile à exécuter. Donc le terme changement qui a été préféré à celui de bouleversement n'est pas anodin, puisqu'il nous permet justement d'avoir une vision plus large de ce qu'est l'imprévision, qui parfois peut être brutale. Le Covid-19, par exemple, c'est allé très très vite. C'est allé tellement vite que les mesures ont été prises en urgence, avec des arrêtés qui se sont succédés et qui se relayaient tous les 3 ou 4 jours pour réduire de plus en plus l'autorisation d'assemblement, la fermeture des commerces, la fermeture des marchés, puis on rouvre les marchés. Enfin, vous voyez, il y a une hypothèse où on a une brutalité. Mais après, il va y avoir des effets qui vont s'inscrire dans la durée, puisqu'il y aura le deuxième effet qui se coule du Covid-19, c'est la crise économique qu'on aura derrière, où là, il va falloir, justement, on va voir que les choses vont évoluer progressivement. Mais ce changement-là peut être pris en considération, pas nécessairement un bouleversement. Ensuite, on parle de circonstances, changement de circonstances. Là aussi, c'est un terme relativement ouvert, dans la mesure où il peut s'agir de circonstances technologiques, de circonstances politiques, de circonstances juridiques, normatives, de circonstances sanitaires. Alors là, je pense qu'on a ce qu'il faut en termes d'imprévision. Vous avez les circonstances juridiques avec toutes ces séries d'ordonnances qui viennent justement poser un régime dérogatoire
dans un certain nombre de cas. Sur le plan politique, une succession d'interdictions du fait du prince, qui peuvent être... on me dit qu'à Brazzaville, la période de confinement commence aujourd'hui. Bon courage à vous. C'est pas simple à vivre. C'est en tout cas une période que tout le monde va devoir vivre pendant les semaines, voire les mois à venir. Alors, je continue sur justement ces circonstances. Donc, nous, on a des circonstances normatives, des circonstances politiques, des circonstances sanitaires. Donc, il y a de quoi faire. Je pense qu'on entrera assez facilement dans cette hypothèse de l'article 195, pour ces premières conditions en tout cas. Ensuite, on précise que c'est un changement de circonstance imprévisible. Imprévisible au singulier. Donc ce ne sont pas les circonstances qui sont imprévisibles, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de circonstances imprévisibles, si ce n'est là le Covid-19 qui, lui, aurait pu être considéré comme une circonstance imprévisible en raison justement de sa nature, du caractère virulent du virus, de l'impossibilité de cerner clairement la nature et les effets de ce virus. Donc, on voit bien ici qu'on a bien une circonstance qui est imprévisible. Mais, d'une manière générale, plus rien n'est imprévisible aujourd'hui. Et en tout cas, ce type de virus et les conséquences qui en découlent ne pourront plus être considérées comme des circonstances imprévisibles avec le S à la fin d'imprévisible. Mais si le singulier a été choisi, c'est parce que ce ne sont pas les circonstances qui doivent être imprévisibles. C'est le changement de circonstances qui est imprévisible. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, cette imprévisibilité, elle doit être appréciée in abstracto. On se réfère à une personne raisonnable. On regarde si une personne raisonnable ou un professionnel raisonnable aurait pu prévoir une telle situation au moment, justement, de la conclusion. Et c'est le deuxième élément de l'imprévisibilité. Cette imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Au moment de la conclusion du contrat, il va falloir là aussi être très prudent. C'est au moment de la conclusion du contrat initial. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vérifier que l'événement, le changement de circonstances était imprévisible. Mais faites attention à tous ces contrats qui, dans les semaines, les mois à venir, vont être renouvelés ou reconduits. S'ils sont renouvelés, article 1214 du Code civil, ou reconduits, tacitement reconduits, article 1215 du Code civil, eh bien c'est un nouveau contrat qui prend la suite du premier. Et donc, c'est au moment du renouvellement, au moment de la reconduction tacite, qu'il faut se placer pour voir si le changement de circonstance est bien imprévisible. Donc, faites très attention à cela, puisque ça peut changer la donne dans la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision. Alors, autre condition, ce changement de circonstance imprévisible au moment de la conclusion du contrat a eu pour conséquence un contrat dont l'exécution est excessivement onéreuse. Alors, voilà une condition importante parce qu'à la différence de la force majeure qu'on a évoquée la dernière fois, l'exécution n'est pas impossible. L'exécution devient ici plus difficile. Elle devient finalement, elle fait naître un contrat qui, de par son exécution, est un contrat à terme et qui pourrait entraîner la ruine d'une des parties. Donc ça, c'est le cas de figure de l'imprévision. Excessivement onéreuse, ça signifie que ça ne peut pas être simplement un contrat moins avantageux, moins rentable qu'auparavant. Il faut vraiment qu'il y ait un déséquilibre significatif. C'est très compliqué. La prorogation, oui, c'est le même contrat. Il y a une question qui est posée, c'est le même contrat, c'est l'article 1213, le contrat prorogé. Sauf, attention, la fameuse formule, parfois ambiguë, on parle de prolongation tacite pour les baux commerciaux. Là, la prolongation tacite des baux commerciaux, c'est une prorogation. Donc, c'est le même contrat qui continue. Mais si on utilise le terme au sens strict de prorogation, c'est le même contrat et c'est l'article 1213 du Code civil, je vous y renvoie. Donc, si je continue sur l'excessivement onéreux, il y a quand même beaucoup de questions autour de cette condition. La première, c'est est-ce que je dois aborder le caractère excessivement onéreux de manière interne, c'est-à-dire que j'ai un contrat dont l'économie initiale est bouleversée par cette circonstance et le contrat devient manifestement déséquilibré, ça devient un contrat à perte. Et donc, c'est de manière intrinsèque que je vais apprécier l'exécution excessivement onéreuse. Dans ce cas-là, ça veut dire que même si je suis une multinationale extrêmement puissante et que ce contrat, même s'il est déséquilibré, ne va pas pour autant entraîner la ruine de ma société, peu importe,
il y a bien imprévision puisque je me livre à une appréciation de l'économie interne du contrat. En revanche, et c'est la position défendue par certains, pour l'instant il n'y a pas de décision, mais c'est un argument qu'on peut soutenir, qui consiste à dire, ah ben non, il ne faut pas simplement tenir compte de l'économie interne, il faut également prendre en considération les capacités financières du contractant. Si ce contractant est suffisamment solide financièrement pour pouvoir supporter un contrat à perte, dans ce cas-là, il ne devrait pas pouvoir invoquer la théorie de l'imprévision. En revanche, si ses capacités financières ne lui permettent pas, justement, de supporter les conséquences d'un contrat à perte, dans ce cas-là, il faudra envisager la théorie de l'imprévision. À mon sens, cette deuxième interprétation serait excessive. Je pense qu'il faut éviter ce genre de dérive et que le contrat, l'exécution excessivement onéreuse, doit faire l'objet d'une appréciation interne et c'est l'économie interne du contrat qui doit être vérifiée. Mais on arrive alors à une deuxième question. L'hypothèse à laquelle on pense, c'est finalement une hypothèse où l'une des parties, finalement, est obligée de payer un prix qui deviendrait pour elle excessif, mais il faut également, à mon sens, envisager l'autre hypothèse, où on aurait quelqu'un qui fournirait une prestation qui a une valeur nettement supérieure, désormais, en raison du changement de circonstances, nettement supérieure au prix qui lui est payé. Donc, il faut, à mon sens, envisager les choses dans les deux sens. Une autre interrogation, et là, je pense qu'on irait un tout petit peu trop loin, mais c'est de se dire, est-ce que un contrat qui profiterait de manière excessive à l'une des parties au détriment de l'autre, sans entraîner pourtant la ruine de celle-ci, est-ce qu'elle pourrait bénéficier de la théorie de l'imprévision? Je pense à une hypothèse très particulière qui avait donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en 2007, où on avait une société qui avait une sorte de conscience écologique, qui avait décidé de ne plus produire elle-même de gaz à effet de serre, et donc elle avait confié cette tâche à une société qui pouvait justement traiter les gaz à effet de serre et réduisait la production de gaz à effet de serre. Et puis, quelques temps après la conclusion de ce contrat, sont intervenues les lois sur les marchés de quotas de gaz à effet de serre et qui permettaient aux entreprises justement, qui réduisaient leur consommation leur production de gaz à effet de serre, de bénéficier justement de ce marché pour revendre le quota qu'elles n'avaient pas utilisé et qui permettait à des entreprises de s'enrichir considérablement. Et justement, c'est ce qu'a fait l'entreprise qui avait été sollicitée, qui a bénéficié de ce changement de législation et qui ainsi pouvait récupérer un profit très important de cette opération, alors que celle qui au départ avait eu cette conscience écologique et finalement a externalisé cette opération pour réduire sa production de quotas de gaz à effet de serre, dans le contrat qu'elle avait conclu, elle ne profitait pas du tout de cette opération. Et là, la Cour d'appel de Nancy avait considéré que c'était une forme d'imprévision et que l'une des parties profitait de manière excessive de la situation en raison d'un changement de circonstances ici juridique et qu'il fallait donc rétablir un équilibre. Alors c'est un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, c'est un arrêt isolé, très particulier, très singulier, mais justement on l'évoque assez fréquemment pour se demander si on ne pourrait pas dans ce cas-là justifier l'application de l'imprévision au-delà du contrat qui est excessivement onéreux pour des contrats qui seraient déséquilibrés puisqu'ils profiteraient de manière excessive à l'une des parties. Je ne suis pas certain qu'on puisse aller jusque-là. En tout cas, sachez que cette hypothèse existe, mais je ne crois pas que ce soit dans les intentions du législateur. Alors, autre point important, c'est à propos de la procédure qu'il faut suivre dans le cadre de l'imprévision. Lorsqu'on est dans le cadre de l'imprévision, il y a différentes étapes qui sont prévues par l'article 195 du Code civil. La première étape, c'est une tentative de renégociation. Il faut nécessairement passer par cette première étape. Il faut donc tenter de négocier, de trouver une solution à l'amiable. Alors, ici, si vous n'avez rien prévu, bien entendu, tout le monde est d'accord pour dire que cette renégociation doit se faire dans le respect des grands principes qui gouvernent le droit des contrats, notamment le principe de bonne foi. Si on ne respecte pas cette tentative préalable de négociation, quelle est la sanction? Il y a un doute sur la sanction. À mon sens, la meilleure des sanctions serait une fin de non-recevoir, même sanction que celle que l'on a lorsqu'on ne respecte pas une clause de conciliation préalable obligatoire. Donc, à mon sens, une fin de non-recevoir serait ici les bienvenus. Je pense que cette négociation-là, il ne faut pas la négliger. Et il ne faut pas la négliger dans la période qui est la nôtre, une période d'incertitude
où il n'est pas bon d'avoir du contentieux. Parce que le contentieux coûte cher, parce que le contentieux dure longtemps alors qu'on est dans une période d'urgence où il faut régler les problèmes rapidement. Et donc, on a tout intérêt à régler les choses à l'amiable. Donc, profitez de cette première étape de la renégociation pour vraiment trouver un terrain d'accord et renégocier sérieusement. Je pense que ça devrait être un premier réflexe et il ne faut pas négliger cette première étape dans les contrats, quels qu'ils soient, notamment les contrats d'affaires. Avec des notions telles que l'imprévisibilité et l'irrésistibilité et l'exécution excessivement onéreuse, prévoir ce que pourra dire un juge dans une période aussi sensible que la nôtre, je pense que c'est un pari qui peut vous coûter très cher. Donc, dans ces conditions, encore une fois, il faut profiter de cette première étape pour négocier. S'il n'y a pas de négociation, refus de négociation ou échec, dans ce cas-là, deuxième étape, c'est d'un commun accord, tenter une résolution, une adaptation. Dans ce cas-là, c'est une requête conjointe, et puis on peut parfaitement, dans ce cas-là, aménager les pouvoirs du juge. En vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, vous pouvez le faire intervenir comme un amiable compositeur, article 12 alinéa 4, vous pouvez le faire intervenir en délimitant les problèmes de droit sur lesquels il pourra justement juger, ou les qualifications juridiques sur lesquelles vous êtes mis d'accord, article 12 alinéa 4, et on a des hypothèses, alinéa 3 pour cette hypothèse, alinéa 4 pour l'amiable compositeur, on a des hypothèses, vous voyez, où vous allez pouvoir, dans le cadre de la requête conjointe, essayer de limiter cette hypothèse. Alors, capacité du contractant à connaître et anticiper le changement, de toute manière, ça c'est dans l'imprévisibilité. C'est l'imprévisibilité qui est appréciée in concreto. Donc, on appréciera, et c'est plus dans l'imprévisibilité que dans l'excessivement onéreux, cette capacité du contractant, puisque l'appréciation se fait in concreto par rapport à une personne raisonnable. Procédure participative, article 1546, pourquoi pas tous les modes de règlement amiable sont envisageables. Et si que ce soit la procédure participative, alors c'est pas celle à laquelle je pense en premier lieu, la médiation par exemple, qui me semble particulièrement adaptée également, mais en tout cas tout processus qui permettrait un accord et avec des sacrifices de part et d'autre me semble beaucoup plus pertinent dans la période que nous vivons. Alors, je continue, et à défaut justement d'un accord, eh bien, la dernière étape, c'est par assignation, eh bien, obtenir du juge soit la résolution, soit la révision, avec un juge qui devra respecter le principe du dispositif. Et évidemment, s'il est saisi pour une résolution, il ne faudra pas qu'il ait la possibilité de prononcer la révision, et inversement, si on le saisit pour une révision, il ne devrait pas pouvoir prononcer la simple résolution. Alors, sur les clauses, en deux mots, pour ce qui est des clauses contractuelles, sachez que j'ai déjà évoqué ces fameuses clauses qui seraient rédigées de manière trop brutale, et ces clauses-là, à mon sens, si elles auraient été rédigées de manière trop générale, pourraient être écartées sur le fondement des clauses abusives ou de la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle, article 1170. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'article 1171 en droit des contrats, il y a L212.1 lorsque c'est un contrat entre professionnels et consommateurs ou non professionnels, puis l'article L442.1 sur les clauses abusives dans les contrats commerciaux, avec un assouplissement des conditions, puisqu'on ne parle plus des partenaires commerciaux, donc pas besoin d'avoir un contrat qui s'inscrit dans la durée, avec une sanction désormais qui n'est plus uniquement à la disposition du ministère de l'économie ou du public, qui est la nullité de la clause, qui peut être demandée par la victime de cette clause. Donc l'article 442.1 modifié par l'ordonnance de 2019 a assoupli considérablement, en allégeant également 442.1, qui est en fait une modification de l'ancien article L442.6 du Code des commerces, que vous connaissez peut-être davantage. Et puis surtout pour les clauses contractuelles, en matière d'imprévision, là, les clauses de hardship, les clauses d'imprévision vont devenir plus fréquentes, mais si on est dans le cas uniquement d'une imprévision que l'on veut maintenir, on peut aussi l'aménager. Donc on peut parfaitement rédiger une clause, et je vous encourage à rédiger des clauses de conciliation préalable ou de médiation préalable obligatoire. Pourquoi? D'abord parce que si vous êtes dans l'hypothèse d'une imprévision, l'une des parties pourrait parfaitement échapper en 195 très facilement en disant « non, mais pour moi, c'est pas l'imprévision ». Donc à partir du moment où je considère que c'est pas de l'imprévision, j'ai pas à passer par toutes ces étapes de négociation préalable, de tentative de règlement amiable, etc. Pour moi, ce n'est pas l'imprévision, donc je saisis directement le juge. Et c'est ça le risque. Et justement, pour l'empêcher de contourner en 195, une clause de conciliation préalable obligatoire l'oblige, même s'il pense que ce n'est pas de l'imprévision, eh bien, à tenter de discuter, à tenter de trouver une solution à l'amiable. En plus, cette clause
va vous permettre d'encadrer la procédure de négociation, les modalités, la durée, les personnes qui interviennent, les sanctions éventuelles. Donc tout ça est important. Dans l'hypothèse, justement, la différence entre médiation et conciliation. Alors bon, traditionnellement, on dit que le conciliateur, lui, a une part plus active, alors que dans la médiation, il se contente de rapprocher les personnes, mais ce serait une distinction, en tout cas une présentation trop brève. En tout cas, pour vous, ça n'a pas un grand intérêt dans une clause. Ça dépend de ce que vous voulez faire du tiers. Est-ce que vous voulez donner un rôle actif ou juste un rôle d'interface, de rapprochement entre les parties? C'est plutôt la médiation, si vous voulez, qui se rapproche. Si le conciliateur fait une proposition, dans ce cas-là, traditionnellement, le conciliateur lui a une part plus active que le médiateur. Mais en réalité, tout ça dépend des hypothèses, de médiation judiciaire ou conciliation judiciaire, des domaines dans lesquels ça intervient. Donc ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout que vous envisagez une clause de ce type. Demande en révision à titre subsidiaire en résolution, oui, mais ça pose pas de problème, vous pouvez parfaitement le faire. Mais à partir de là, si vous faites ça, le juge, lui, a la possibilité de choisir entre l'une ou l'autre sanction sans porter atteinte au principe dispositif. C'est surtout le principe du dispositif ici qui conditionne son champ de compétences et l'étendue de ses pouvoirs. Donc, clause de conciliation préalable, je vous encourage à le faire, et on peut également envisager d'aménager les pouvoirs du juge. On peut, par une clause, eh bien, puisqu'on peut évincer purement et simplement en 180, je pense qu'on peut parfaitement, qui peut le plus, peut le moins, on peut se contenter d'aménager les pouvoirs du juge. On pourrait, par exemple, priver de son pouvoir de révision. Dès lors qu'il a le pouvoir, justement, de prononcer la résolution du contrat ou de tenter un règlement amiable, dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait parfaitement supprimer son pouvoir de révision, on pourrait encadrer son pouvoir de révision en lui expliquant quels sont les éléments qu'il devra prendre en considération pour procéder à la révision. À mon sens, des hypothèses qui sont parfaitement envisageables en termes de clauses. Alors voilà pour l'imprévision, la théorie de l'imprévision. J'évoquerai la prochaine fois l'obligation de renégocier de bonne foi. Quand vous avez la théorie de l'imprévision, finalement, on avait un ancien fondement qui était l'obligation de renégocier de bonne foi dans des hypothèses qui ressemblaient à l'imprévision, qui finalement a perdu de son intérêt. Et il est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir, cette obligation de renégocier de bonne foi a du plomb dans l'aile, et notamment elle a du plomb dans l'aile parce que il est difficile pour le juge de pouvoir sanctionner aujourd'hui un manquement à la bonne foi. Mais vous allez voir que, avec l'époque que l'on vit aujourd'hui, et avec cette obligation de renégocier de bonne foi qui peut se situer finalement entre la force majeure et l'imprévision, et vous devrez peut-être, dans les années à venir, ou les mois à venir même, eh bien, trouver un nouvel intérêt, revivifier finalement l'intérêt pour cette obligation de renégocier de bonne foi. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Protégez-vous. Au revoir.